Révision pour le contrôle sur mélange, corps pur, identification, transformation physique et la notion de quantité de matière. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les mélanges et les corps purs et leur identification? Donc, pour décrire et caractériser la matière, on peut avoir soit un corps pur, donc un corps pur, comme on le voit ici, c'est un corps constitué de la même espèce chimique, c'est-à-dire les mêmes types de molécules. Par exemple, une bouteille d'eau, on n'aura que des molécules d'eau. Ou alors on peut avoir des mélanges. Alors les mélanges, c'est constitué d'au moins deux types de molécules différentes, par exemple. Ça peut être, je sais pas moi, des molécules de colorant avec de l'eau, et là on voit bien que le mélange est homogène puisqu'on n'a qu'une seule phase. Alors qu'à côté, on peut très bien avoir des mélanges hétérogènes. Par exemple, si on met du sable avec de l'eau, on a bien une phase solide et une phase liquide qui ne sont pas homogènes, donc ça prend bien deux phases différentes. Et le mélange est hétérogène, de même que de l'huile avec de l'eau. Les deux liquides ne se mélangent pas, on dit qu'ils sont non miscibles, et à ce moment-là, on a bien un mélange hétérogène. Alors par exemple, pour un corps pur, si on a de l'eau, on connaît la masse volumique de l'eau qui vaut 1 kg pour 1 litre, parce qu'elle se mesure en kg par litre. Et donc comme on le voit ici, la masse volumique, c'est donc une des caractéristiques de la matière. C'est-à-dire que chaque atome, molécule, peut être caractérisé par sa masse volumique, sachant que la masse volumique, il faut bien connaître la formule, c'est la masse divisée par le volume. On pèse la masse du produit, on mesure son volume correspondant, et on a bien la masse volumique, qui se mesure donc soit en kg par litre, mais on peut aussi avoir des grammes par centimètre cube. Voilà. Donc ça, c'est une des grandeurs caractéristiques de la matière. Après, si on prend par exemple de l'air, on sait que la masse volumique de l'air, c'est 1 kg par mètre cube. Donc on sait que l'air, il y a 20% de dioxygène, 80% de diazote. Donc il faut tenir compte de la proportion de chacun des deux composants pour avoir la masse volumique globale. Donc il y a d'autres façons aussi de caractériser la matière. On avait vu avec des chromatographies sur couche mince, c'est-à-dire que si le mélange en migrant, lorsque l'on va mettre un éluant, il va migrer par capillarité sur le support fixe. Si on voit deux taches, on pourra dire alors que le composé est constitué de deux constituants donc, au sein du mélange. Si par contre on n'a qu'une seule tache, on peut dire que là, l'échantillon, c'est un échantillon qui représente un corps pur. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans le mélange, si on a deux taches qui ont le même RF, donc la même hauteur, à ce moment-là, les deux composants sont identiques. On peut dire que c'est le même composé. Et enfin, pour caractériser de la matière, qu'elle soit solide, en particulier ici, on peut mesurer sa température de fusion. C'est-à-dire grâce à ce qu'on appelle le Banco-Flair, on va pouvoir mesurer à partir de quelle température le solide commence à devenir liquide et mesurer avec la petite aiguille ici la valeur de la température de fusion du produit solide. Alors, donc là on voit un peu la même chose, on a un corps pur qui est l'eau, on a un mélange hétérogène, un mélange homogène. L'air est constitué donc un mélange, donc on a vu de plusieurs gaz. On voit bien ici 80% à peu près de diazote, 20% d'oxygène et puis à peu près 1% d'autres gaz. Donc la composition massive d'un mélange donne les rapports, parfois sous forme de pourcentage, comme on le voit ici, de la masse de chacun des constituants sur la masse totale du mélange. Donc pour expliquer un petit peu ce rapport, on a ici donc le corps pur tel que l'eau. On a ici un exemple de mélange homogène, c'est-à-dire une tasse de thé ou de l'eau salée. L'eau salée, par exemple, ici le sel est soluble dans l'eau, donc ça forme un mélange homogène. Ici on a un mélange hétérogène, puisqu'on distingue les constituants de la vinaigrette, l'huile et l'eau. Alors justement, concernant les proportions des gaz,
Alors comment, si on a par exemple, je dis 21% de dioxygène, alors comment calculer la masse de dioxygène qu'il y a dans l'air si on connaît la masse totale? Donc en fait, pour connaître ça, si on sait qu'on a 20% à peu près de dioxygène, la masse de dioxygène, ce sera quoi? Ce sera 21% de la masse totale. Et on aura la masse de l'oxygène. Pour connaître la masse du diazote, qu'est-ce qu'il faudra faire? Multiplier 78% de la masse totale pour avoir la masse de diazote. On peut faire pareil si on a des volumes. On peut mesurer donc le volume de l'espèce, connaissant son pourcentage et connaissant le volume total. Voilà, donc on peut parler de pourcentage massique. Par exemple, ça peut être le cas dans un alliage. Puisqu'un alliage, c'est l'association de deux métaux. On peut dire que dans un alliage, il y a 20%, je sais pas moi, de cuivre et 80% de zinc. Et là, si on sait que notre alliage fait 30 grammes, il suffira de faire 20% de 30 grammes, ça donnera la masse du premier métal, et 80% de 30 grammes pour avoir la deuxième masse du deuxième métal. Donc voilà comment travailler à partir de mélanges. Voilà, donc pour identifier une espèce chimique, on a parlé de la masse volumique, M sur V. La masse volumique de l'eau, c'est toujours 1000 grammes pour 1 kg pour 1 litre, et 1000 kg par mètre cube. Il y a plusieurs unités pour la masse volumique. À connaître aussi des tests qu'on a vus aujourd'hui en TP pour identifier des gaz. On a identifié le CO2, puisqu'il trouve l'eau de chaud. On peut identifier le dihydrogène qui détonne, qui fait un petit boom en présence d'une flamme. Ou alors on peut identifier le dioxygène, puisque c'est le seul gaz qui va raviver la flamme d'une allumette incandescente. Voilà, donc là vous retrouvez le chromatogramme, vous retrouvez la température de changement d'état avec le Bancoffler, la masse volumique et les fameux tests chimiques. Donc voilà tout ce qu'il y a à savoir sur ce premier chapitre. Voilà, je vous ai remis les tests pour les différents gaz, O2, H2, CO2, et aussi pour l'eau. C'est que pour l'eau, comment on l'identifie? C'est tout simplement du sulfate de cuivre anhydre qui donne une couleur bleue pour identifier la présence d'eau. Donc voilà tous les tests à connaître pour les différents gaz. Alors deuxième partie du cours à connaître, c'est la partie quantité de matière. Alors la partie quantité de matière, ça veut dire qu'on va s'intéresser au nombre d'atomes, de molécules, d'ions qu'il y a dans un échantillon de matière. Alors, pour connaître le nombre de molécules ou le nombre d'atomes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connaître la masse de l'échantillon, donc petit m, mais aussi il faut connaître la masse de l'entité. C'est quoi la masse de l'entité? C'est la masse soit de l'atome, soit d'une molécule. Si on fait le rapport de la masse totale sur la masse d'une molécule, on trouve du coup, grand N, le nombre de molécules qui sont présentes dans l'échantillon. Et enfin, si on arrive à connaître grand N, le nombre de molécules, on peut en déduire le nombre de moles. Alors comment déduire le nombre de moles? On sait tout simplement que une mole, c'est-à-dire une mole pour moi c'est un paquet. Dans une mole, je sais qu'il y a un nombre qui sera toujours défini, qui sera toujours donné, qu'on appelle la constante d'Avogadro, qui sera égale à 602 fois 10 puissance 23. Alors ça peut être des molécules, des atomes ou des ions. Là, je vais mettre molécules, mais ça peut être aussi des atomes. Molécules, voilà. Et donc, si on a trouvé, nous, grand N molécules, on va pouvoir en déduire combien de paquets ça représente, combien de nombre de moles, petit n, ça va représenter. Donc pour ça, vous devez faire un produit en croix, on avait dit. Alors si on fait le produit en croix, on va trouver quoi? On va trouver que grand N fois 1, ça va faire donc grand N, est égal à petit n fois le nombre d'Avogadro. Donc le nombre d'Avogadro se note grand N A,
C'est ce qu'on appelle la constante d'Avogadro. Et donc, si on veut petit n, si on veut le nombre de moles, et ben on va trouver que petit n, c'est le nombre de molécules que l'on a calculé divisé par la constante d'Avogadro. Et on aura notre résultat qui s'exprimera en mol, mol, puisque c'est l'unité de la grandeur de la quantité de matière. Alors, si je reprends, si on veut connaître par exemple la quantité de matière, de molécules, donc il faut déjà connaître la formule brute de la molécule. Si c'est un atome, bon ben voilà, il suffit de compter, de dire si on a un atome, il faut connaître la masse de cet atome. Si on y a un ion ou une molécule, et ben là il va falloir compter tous les atomes présents dans la molécule ou dans l'ion. Donc il va falloir compter le nombre d'atomes, connaître la masse de chacun des atomes et additionner tous les atomes de la molécule pour connaître la masse de la molécule. Et donc, la masse de l'entité, ben, elle est égale à la masse des atomes qui composent cette molécule. Je prends un exemple, j'ai une molécule de CO2. Alors CO2 est constitué de quoi? Il est constitué d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. Donc si je veux calculer la masse de la molécule de CO2, ben, il faut que je calcule la masse d'un atome de carbone, on a dit, plus la masse de 2 atomes d'oxygène. Alors, les masses, soit les masses sont données, la masse du carbone, la masse de l'oxygène, il suffit de remplacer chacune des masses par sa valeur. On additionne toutes les masses et on trouve la masse de la molécule de CO2. Ou alors, si la masse de carbone ou la masse d'oxygène, par exemple, n'est pas donnée, eh ben, on doit vous donner la masse des protons, enfin, ou des nucléons. Puisque si on connaît la masse d'un nucléon, et si on connaît le nombre de nucléons, on peut trouver la masse de l'atome. Je rappelle que la masse d'un atome, je l'appelle X, ben, qu'est-ce que c'est? C'est grand A, c'est-à-dire le nombre de nucléons multiplié par la masse d'un proton ou d'un neutron, c'est toujours la même. Donc le grand A, le nombre de nucléons doit être donné pour chacun des atomes, et la masse du proton doit aussi être donnée. Je rappelle, la masse du proton, c'est à peu près comme celle du neutron, c'est à peu près 1,67 10 puissance moins 27 kg. Voilà. Donc, les masses des atomes sont généralement données en kilogrammes, donc la masse de la molécule doit être aussi donnée en kilogrammes. Bien calculer la masse d'une molécule ou d'un atome en appliquant toutes ces formules. Une fois que la première étape est faite, on connaît la masse d'une molécule, on connaît la masse d'un atome. Étape numéro 2, on va chercher maintenant combien on a d'atomes dans notre échantillon. Alors, comment on fait? On sait que si par exemple je vous avais dit, si vous avez un panier de pommes, vous connaissez la masse globale de ce panier de pommes, et si vous connaissez la masse d'une pomme, on peut trouver le nombre de pommes. Il suffit de diviser la masse du panier, donc la masse de l'échantillon, divisée par la masse d'une pomme ou la masse d'une entité. Les deux masses doivent être exprimées en kilogrammes. On divise des kilogrammes par des kilogrammes pour avoir un nombre sans unité, qui sera donc le nombre d'atomes ou de molécules. Je prends un exemple avec le CO2. On vient de trouver que la masse d'une molécule de CO2, c'est 7,35 10 26 kg. Maintenant, si je prends ma bonbonne de gaz de CO2 ici, on me dit que j'en ai 10 kg. Donc ça, c'est la masse de mon échantillon. Donc je divise la masse de mon échantillon par la masse d'une molécule de CO2. Et ça me donnera bien ici 1,4 10 puissance 26, c'est-à-dire que dans la bouteille de CO2, je sais qu'il y a 1,4 10 puissance 6 molécules de CO2. Ça, c'est ma deuxième étape. Et enfin, troisième étape, calculer la quantité de matière. Donc, connaissant la quantité, connaissant le nombre de molécules, je voudrais savoir dans combien de paquets je peux les mettre. Donc, je veux connaître ce qu'on appellera le nombre de moles petit n. Une mole, c'est un paquet.
Un paquet, c'est 6,02 10 puissance 23. C'est cette fameuse constante d'Avogadro qui se mesure en mol moins 1. Donc la quantité de matière, petit m, représente le nombre de paquets. Donc si j'en ai grand N, je divise par le nombre qu'il y a dans un paquet, j'aurai bien le nombre de paquets. Donc c'est grand N, le nombre de molécules divisé par le nombre d'Avogadro. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, on avait dit qu'on avait 1,4 10 puissance 26 molécules de CO2 dans la bonbonne de gaz. Je divise ensuite par 6,02 10 puissance 23 qui est le nombre de molécules dans un paquet, et j'aurai bien le nombre de paquets, le nombre de moles. Et ce nombre de moles me donnera 2,3 10 puissance 2 moles, c'est-à-dire en gros 230 moles, donc 230 paquets finalement. Donc voilà comment déterminer la quantité de matière. Voilà pour la deuxième partie. Et enfin, dernière partie, les transformations physiques. Alors les transformations physiques, ça concerne toutes les molécules, mais surtout, ça permet de s'intéresser à leur état physique. On peut avoir des molécules selon les conditions de température et de pression qui peuvent être soit à l'état solide, soit à l'état liquide, soit à l'état gazeux. Alors ça, bien sûr, ça va dépendre si la molécule a une certaine, on va voir tout à l'heure, température de fusion, d'ébullition. Et donc, ces solides, liquides ou gaz, je peux par exemple les dissoudre dans l'eau. Et là, j'aurai ce qu'on appelle une réaction de dissolution, c'est-à-dire que ces solides ils vont disparaître lorsqu'ils vont être mélangés à l'eau, et ça va créer une dissolution. Mais ça, ce n'est pas une transformation physique, c'est plutôt une transformation chimique. Le fait que le solide, le liquide, réagit avec l'eau et se dissout dans l'eau. Donc moi, je vais plutôt m'intéresser maintenant uniquement à une seule type d'entité chimique. Donc aucun contact avec de l'eau. Alors si par exemple je prends comme entité justement de l'eau, par exemple, ça c'est mon entité chimique. Donc je peux avoir de l'eau à l'état solide, je peux avoir de l'eau à l'état liquide, je peux avoir de l'eau sous forme de vapeur d'eau, de gaz. Alors quelle est la différence entre les trois états? On voit bien qu'à l'état solide, toutes les molécules d'eau qui sont en bleu ici représentées sont toutes alignées, bien ordonnées, bien agencées, donc elles ne bougent presque pas, elles sont voilà, toutes côte à côte. Ça c'est la glace. Puis, à l'état liquide, on voit les molécules qui se touchent toujours, mais elles bougent, elles glissent les unes par rapport aux autres, donc il y a beaucoup plus de liberté, de mouvement entre les molécules. Ça c'est l'eau liquide. Et puis la vapeur d'eau, la vapeur d'eau, on s'aperçoit que les molécules se séparent, s'éloignent les unes par rapport aux autres, essayent d'occuper tout le volume qui leur est offert. On dit que le gaz, il est expansible. Et donc les molécules bougent, réagissent les unes sur les autres, ou rebondissent sur les parois de la pièce. Voilà, donc un mouvement beaucoup plus agité. On parle donc d'agitation thermique, donc ça veut dire que lorsqu'on passe du solide au liquide et puis du liquide au gaz, on a forcément augmenté la température. Alors maintenant, comment passer du solide au liquide? Le changement d'état s'appelle la fusion. Comment passer du liquide au gaz? On aura ce qu'on appelle de la vaporisation. Et si on veut passer directement du solide directement au gaz sans passer par le liquide, on aura de la sublimation. Maintenant, si je reviens dans l'autre sens, j'ai du gaz, je vais revenir à l'état liquide. Donc je passerai par une phase de liquéfaction. Si je passe du liquide, je vais revenir à l'état solide. Je passerai par une phase de solidification. Mais il est tout à fait possible, si je prends de la vapeur d'eau qui se transforme en givre, donc je passe de l'état gazeux à l'état solide, là j'aurai ce qu'on appellera de la condensation. Donc voilà pour les transformations physiques de la matière. Donc là j'ai pris l'exemple de l'eau, mais j'aurais très bien pu prendre l'exemple, par exemple on avait fait la paraffine, où je peux prendre une autre molécule, ça marchera exactement pareil. Alors maintenant, pour passer d'un état à un autre, il faut fournir de l'énergie, ou alors peut-être en libérer. Alors cette énergie, on l'appellera Q. Alors Q, c'est une énergie qui se mesure ici, on le voit en joule, parce que c'est une énergie. Et cette énergie, elle peut être en fait soit positive, soit négative.
Alors si je regarde ici, si je prends l'état solide et je vais à l'état liquide, ben, je vais avoir ce qu'on appelle une transformation endothermique. Alors qu'est-ce que ça veut dire endothermique? Ça veut dire que l'énergie est reçue par le système grâce à cette énergie Q. Ça voudra dire qu'à ce moment-là, en ce sens-là, Q va être positif. C'est-à-dire que mon système, si mes molécules d'eau, mon système va récupérer de la chaleur, donc va absorber de la chaleur pour pouvoir fondre et se transformer en molécules d'eau à l'état liquide. Donc la quantité d'énergie ici sera positive puisqu'elle est capturée par notre système. De même, les molécules d'eau, si on leur apporte de l'énergie, à ce moment-là, elles vont pouvoir transformer en vapeur. Alors par contre, ce type de réaction, on appelle ça endothermique. Donc ça absorbe de la chaleur. Par contre, si mon gaz, je veux le retransformer en liquide, et bien là par contre, ma transformation sera exothermique. C'est-à-dire que là, pour passer de l'état gazeux à l'état liquide, ben, la quantité d'énergie va être libérée au milieu extérieur. Donc le système perd de la chaleur, donc Q est négatif. De même, pour transformer de l'eau liquide en eau solide par solidification, et ben on va aussi libérer de la chaleur au milieu extérieur. Donc Q sera négatif. Donc Q peut être positif ou négatif. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que cette chaleur? Cette quantité de chaleur, ce transfert thermique, et bien en fait c'est égal à la masse de, par exemple ici de la glace par exemple, multiplié par L. Alors L, qu'est-ce que c'est? On appelle ça la chaleur latente, par exemple dans ce cas-là de la fusion, ou alors on dit énergie massive de changement d'état, ou chaleur latente, ou enthalpie de changement d'état. Il y a plusieurs termes pour petit L. Alors petit L, justement, c'est comme on le voit ici, c'est la quantité de chaleur, le transfert thermique divisé par la masse. Donc, ce sont des joules par kilogramme, puisque la masse, l'unité légale, c'est le kilogramme. Alors, si je reprends une équation qui traduit la transformation physique de l'eau, qu'est-ce que c'est? Et ben on écrit d'abord le réactif. On sait que le réactif, c'est de l'eau. Donc, le symbole H2O. Si c'est à l'état solide, je mets bien petit s pour bien montrer que je suis à l'état solide. Je fais une flèche pour montrer qu'il y a une transformation, mais une transformation physique. Et quel est le produit final? Ben, le produit final, c'est H2O à l'état liquide. Donc j'ai bien l'état physique avant la transformation, l'état physique après la transformation. Je rappelle que la transformation, c'est le passage d'un système d'un état initial à un état final. Donc la transformation est symbolisée par la flèche. Transformation physique, c'est uniquement le changement d'état qui change. On passe d'un état solide à un état liquide, et là on aura bien l'équation qui correspond à cette flèche ici, qu'on appelle la fusion. Si on avait eu la solidification, à ce moment-là, on aurait eu H2O liquide qui donne H2O solide. Si on avait eu la liquéfaction, on aurait eu H2O gazeux qui donnerait du H2O liquide. Voilà. Et alors là, vous avez un nouveau graphique. Alors ce graphique qui montre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que ça absorbe ou que ça libère de la chaleur. Alors je m'explique. Là, mon graphique représente la température en fonction du temps. Et ensuite, on voit qu'au cours du temps, on a une élévation de température. Et quand on élève la température, on a dit que ça augmentait l'agitation thermique, l'agitation des molécules. Donc là, si je regarde, j'ai un état solide qui s'échauffe. Et puis, j'arrive ici, au niveau de ce qu'on appelle la température de fusion. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, eh ben, j'ai un palier. La température n'augmente plus. La température reste constante. Tant que j'ai de l'état solide et de l'état liquide en même temps. Ça veut bien dire que pour passer de l'état solide à l'état liquide, vu que la température n'augmente pas, vu qu'elle reste constante, et ben en fait ça veut dire que pour faire de la fusion, il faut bien absorber de la chaleur. Et donc, voilà, on revient bien là-dessus. Q est positif. D'où le palier. Ensuite, le liquide continue à s'échauffer jusqu'à devenir de la vapeur.
Et pareil, dès qu'on a de la vapeur, si on a du liquide et du gaz mélangé, par exemple on a un liquide en ébullition, et bien là ça veut dire que notre système va prendre de la chaleur et donc ça redonne à nouveau un palier tant qu'on a la coexistence entre le liquide et le gaz. Et ensuite on n'a que du gaz, donc la température peut à nouveau augmenter. Voilà, donc soit Q est positif, on reçoit de l'énergie, soit Q est négatif, on libère de l'énergie. Et donc Q égale N fois L. L généralement sera donné. Donc ça c'est la chaleur, on a dit, de fusion, chaleur latente de vaporisation. Donc ça sera toujours donné. La masse peut être donnée. Alors si elle est en grammes, ne vous trompez pas, hein, bien la transformer en kilogrammes, puisque elle est toujours donnée en joules par kilogramme. Donc si vous avez une masse en grammes, il faut absolument la transformer en kilogrammes pour être sûr que la quantité de chaleur trouvée, le transfert thermique, sera bien mesurée en joules. Voilà, donc la méthode des mélanges, ça permet de. C'est une sorte de calorimètre. Un calorimètre, c'est une sorte de thermos qui permet de conserver la chaleur à l'intérieur. Ça veut dire que, par exemple, si un système libère de la chaleur, ben, elle sera récupérée par l'autre système et tout sera piégé à l'intérieur. Donc Q1 plus Q2 égale à 0. Voilà. Voilà, donc voilà en gros, alors qu'est-ce qu'il y a à savoir? Donc bien connaître les transferts thermiques, positif, négatif, savoir calculer Q connaissant ça. Si on connaît L, si on connaît Q, on peut en déduire petit m. Si on connaît Q, si on connaît petit m, on peut en déduire grand L. Donc voilà, on peut vous demander un exercice. Voilà pour cette capsule de révision.